est 8h et à la une de l'actualité, le coup de gueule des étudiants en médecine. Ils ont écrit une lettre ouverte à Maggie Debloc. Ils lui demandent des certitudes quant à leur avenir. On est toujours des milliers d'étudiants en cours de cursus à ne toujours pas savoir ce qui va advenir de notre situation et si on va pouvoir devenir médecin. Et donc là, il fallait clairement faire passer le message. Message dont il sera question lors d'une rencontre entre la ministre de la Santé et le ministre de l'Enseignement supérieur cet après-midi. 2 fillettes ont perdu la vie cette nuit dans un dramatique incendie à Glun, près de Mons. Le feu a pris en dessous de leur chambre qui était fermée à clé, ce qui a retardé l'arrivée de secours. L'oxygène pour lutter contre le cancer. Des scientifiques belges font un pas en avant dans la recherche. Le nombre de tweets islamophobes n'a jamais été aussi élevé que le mois dernier. Constat dressé par un groupe de réflexion britannique. Constat lié aux attaques terroristes. En sport, la nuit cauchemardesque d'Anne Zagré à Rio. La bruxelloise est disqualifiée après avoir terminé dernière en demi-finale du 100 mètres haies. Tous les regards sont aujourd'hui tournés vers nos hockeyeurs, les Red Lions, qui jouent leur finale contre l'Argentine ce soir à 22h. Les étudiants en médecine sont donc en colère et comptent bien se faire entendre aujourd'hui. Ils publient une lettre ouverte adressée à Maggie Debloc et Jean-Claude Marcourt, respectivement ministre de la Santé et ministre de l'Enseignement supérieur. Ils y disent tout le mal qu'ils pensent des quotas sur les numéros INAMI, indispensables pour exercer leur métier. Les étudiants en médecine ne veulent plus d'un avenir professionnel incertain. On écoute Quentin Lamelin, le président du comité interuniversitaire des étudiants en médecine. Les étudiants en ont maintenant ras-le-bol, c'est fini. On avait quelque chose qui tenait la route, une feuille de route qui devait aboutir ici en octobre et qui aurait permis à tous les étudiants d'être enfin soulagés d'avoir un numéro INAMI. Et la ministre a tout remis à zéro. On est toujours des milliers d'étudiants en cours de cursus à ne toujours pas savoir ce qui va advenir de notre situation et si on va pouvoir devenir médecin. Et donc là, il fallait clairement faire passer le message. C'est à Madame Debloc de prendre ses responsabilités, puisque ce n'est pas le concours en lui-même qui a été suspendu, c'est bien les quotas qui sont remis en question. Les quotas sont de sa compétence. C'est à elle maintenant à prendre ses responsabilités en tant que ministre fédérale et de trouver une solution viable pour les étudiants et à arrêter de nous prendre en otage et de ne pas nous permettre de devenir médecin alors qu'on se tape 6 ou 7 ans de médecine qui seront peut-être 6 ou 7 ans faites pour rien. Une interview de Radia Sadani. Notez que cette lettre est signée par les représentants des différentes facultés de médecine et par la FEF, la Fédération des étudiants francophones. Étudiants qui prévoient un sitting ce midi devant le cabinet de la ministre de la Santé. Maggie Debloc rencontrera, elle, Jean-Claude Marcourt cet après-midi donc pour tenter de clarifier les choses. Ils discuteront des suites à donner au dernier arrêt du Conseil d'État jugeant le concours de fin de première médecine illégal. Du coup, logiquement, les résultats tombent à l'eau. À un mois de la rentrée, Marc Sirlereau, c'est toujours le flou qui domine dans ce dossier. En effet, même si aujourd'hui, après l'arrêt du Conseil d'État, les étudiants qui ont réussi les 45 crédits nécessaires sur 60 peuvent considérer qu'ils seront en deuxième année de médecine à la rentrée. Et cela, même s'ils n'étaient pas classés en ordre utile dans le concours. Mais attention, rien n'est confirmé et l'idée du concours qui était de filtrer les étudiants n'est pas jetée aux oubliettes. Le principe du filtre sera à coup sûr maintenu. Sa forme pourrait changer. Un examen d'entrée, par exemple, pourrait être établi à l'avenir. Cela dépend de Jean-Claude Marcourt, qui est lui contraint de maintenir un filtre en première année de médecine à la demande de Maggie Debloc, la ministre fédérale des Affaires sociales. C'était sa condition pour établir des quotas de médecins pour l'avenir. Et pour elle, pas de secret, les deux sont liés. Les syndicats étudiants espèrent encore élargir ces quotas. Maggie Debloc ne compte pas vraiment le faire. Des étudiants rencontreront aussi la ministre aujourd'hui, mais pas sûr qu'on y verra plus clair ce soir. Ce dramatique incendie cette nuit dans la région montoise. Oui, plus précisément dans l'entité de Glun. 2 enfants sont décédés. C'est leur mère qui a prévenu les pompiers, Lionel de Neubourg. Oui, vers 2h, cette nuit, le feu a pris en dessous de la chambre des enfants située au 2e étage. Une intervention très compliquée pour les pompiers avec une visibilité nulle et puis un obstacle supplémentaire. La porte de la chambre des enfants, elle était fermée, ce qui a freiné l'avancée des pompiers. Écoutez le sergent Philippe Blanquet. Probablement pour garantir ceux-ci de ne pas chuter dans l'escalier. La porte était fermée de l'extérieur pour paradoxalement veiller à leur sécurité.
Une fois la porte défoncée, les 2 fillettes de 3 et 5 ans ont rapidement été prises en charge par les services de secours. Le sergent Philippe Blanquet. Malheureusement, on apprend qu'à l'arrivée à l'hôpital, la première est décédée à l'hôpital et que la deuxième est décédée quelques minutes plus tard. Et l'enquête est bien sûr en cours pour trouver l'origine de cet incendie dramatique. Merci Lionel pour ces précisions. Lionel de Neubourg avec Guillaume Gilbert. Ce sont les premiers à faire leur rentrée. Les ministres du gouvernement wallon se retrouvent ce matin à Namur. Plusieurs gros dossiers sont sur la table de ce premier conseil des ministres, notamment le budget wallon et la réforme des allocations familiales qui devrait aboutir à l'automne. Et on en vient, Catherine, à cette bonne nouvelle dans la lutte contre le cancer. Réguler l'oxygène parvenant à nos cellules permettrait de freiner le développement des tumeurs. C'est en tout cas la principale conclusion des recherches de 2 scientifiques de la KU Leuven. Concrètement, Damien Roulette, qu'ont-ils découvert ? Eh bien, une mauvaise alimentation en oxygène rend un cancer plus agressif, ce qui signifie que celui-ci se développe donc plus rapidement. Cela semble paradoxal et pourtant c'est bien le principal enseignement des recherches de Bernard Tinpont et Dieter Lambrecht. Si l'on caricature, eh bien, des cellules en manque d'oxygène envoient des messages d'alerte. Les vaisseaux sanguins sont surstimulés à tel point que cela crée le chaos, un peu comme lorsque vous avez un embouteillage dans un centre-ville. Du coup, l'oxygène n'arrive pas à destination et ça, c'est bénéfique pour la croissance des cellules cancéreuses. Il faut donc réguler l'alimentation en oxygène. Et quelles conséquences cela aura-t-il dans la lutte contre le cancer, Damien ? Eh bien, tout d'abord que la recherche va se tourner vers l'élaboration de nouveaux médicaments pour cibler les vaisseaux sanguins. On sait désormais qu'ils sont un élément prépondérant dans le développement d'une tumeur. Et cela doit permettre de voir comment empêcher la tumeur de grandir et peut-être même, à terme, de réduire la taille de cette tumeur. Les explications de Damien Roulette. Nouveau bilan en Louisiane, au moins 13 personnes sont décédées suite aux inondations. Plus de 30 000 ont dû être évacuées et des dizaines de milliers d'autres sont toujours privés d'électricité aujourd'hui. Des crues jamais vues. L'état d'urgence a été décrété, et bien que le niveau des eaux commence à baisser. État d'urgence aussi en Californie, menacé là par un gigantesque feu de forêt. En seulement 24 heures, les flammes ont déjà parcouru 12 000 hectares à l'est de Los Angeles. 82 000 personnes ont été évacuées. Un œil sur les commentaires haineux sur les réseaux sociaux qui auraient donc atteint un pic cet été. Si l'on en croit les conclusions d'un groupe de réflexion britannique cité par la BBC et qui concerne plus particulièrement le réseau social Twitter. Selon leurs recherches, Julien Geffredo, le nombre de tweets islamophobes a atteint des records le mois dernier. Ouais, presque 7000 tweets islamophobes en anglais par jour durant ce mois de juillet, quand il n'était que, si j'ose dire, 2500 en avril. Une multiplication par 3 ou presque, qu'il faut notamment attribuer aux différentes attaques terroristes du mois de juillet. Le pic de ces tweets islamophobes est atteint le 15 juillet avec 21 190 messages de haine ou d'insultes contre les musulmans. Le 15 juillet, c'est-à-dire le lendemain de l'attentat de Nice qui a fait 85 morts et qui a été revendiqué par l'État islamique. Les autres poussées de cette fièvre islamophobe sur le réseau social apparaissent juste après l'attentat à la bombe de Bagdad et ses 300 morts le 3 juillet, après le coup d'État raté en Turquie le 17 juillet et puis 8 jours plus tard à la suite du meurtre du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray en France. Dans ces tweets, ce n'est pas le groupe terroriste État islamique qui est visé, mais bien l'ensemble des musulmans. En Europe, ils provenaient essentiellement du Royaume-Uni, c'est logique puisque ces tweets sont en anglais, mais aussi des Pays-Bas, de France et d'Allemagne. Les précisions de Julien Geffredo, merci. Il est 8h09, c'est le 8-9 Sport et on commence par la grosse déception d'Anne Zagré cette nuit aux Jeux Olympiques. Et oui, la Bruxelloise a terminé dernière, à la dernière place de la demi-finale du 100 mètres haies. Elle a vécu une course cauchemardesque, disqualifiée après avoir loupé la 6e haie. On écoute Anne Zagré. J'avais tout imaginé sauf ce scénario, honnêtement. C'est dur à dire, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je revenais bien, j'étais avec les autres filles. Et puis j'ai touché la haie, je sais même pas de quelle manière, mais ça m'a stoppé direct. Ça m'arrive vraiment jamais. Je peux toucher une haie, mais jamais au point que ça m'arrête. Donc je crois que je suis arrivée vraiment très vite sur cette haie. Je sais pas. L'incompréhension donc pour Anne Zagré au micro de François Zaleski. En revanche, Thomas van der Platsen, le champion d'Europe, réalise lui un parcours plus qu'honorable en décathlon. À mi-parcours, c'est-à-dire après 5 épreuves, le Gantois occupe la 11e place.
On en parle moins, mais le taekwondo sera encore à l'honneur ce jeudi à Rio. Après l'élimination d'entrée de jeu de Mohamed Ketbi, il reste encore 2 chances de médaille pour les Belges dans cette discipline, avec Jouad Achab et Raëlé Assemani, une réfugiée iranienne qui se retrouve au jeu avec l'espoir de décrocher une médaille évidemment pour la Belgique. Éric Libois l'a rencontré. In het begin was het moeilijk dat ik kon niet Nederlands spreken, maar nu is goed. Raëlé Assemani a appris le flamand en quelques mois. Belle chevelure noire, le nez volontaire, le regard direct et profond. En 2011, elle débarque en Belgique comme réfugiée. Elle est menacée en Iran. Sa faute, avoir affronté une Israélienne en tournoi, un délit en Iran. Moeilijke momenten maken harde mensen, ik denk. Elke moeilijkheid maakt me nog eens sterker. Traduction, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est Laurence Raz, directeur technique à la Ligue flamande, qui l'a découverte. Mentalement, elle est très très forte. Elle est également physiquement très très dure. Je dis souvent qu'il vaut mieux frapper contre le mur que frapper sur Raëlé, parce qu'au moins le mur ne rend pas les coups. Le matin très tôt, Raëlé enfile sa casquette et enfourche son vélo. Elle travaille comme facteur. Ik sorteer mijn brieven en dan ik ga vertrekken met de fiets. Je trie mon courrier, puis je fais ma tournée. C'est chouette. Je suis dehors, je fais du sport et j'ai des contacts avec les gens. Ik vind dat leuk als je buiten werkt met de mensen. Ici à Rio, pas question de colis cadeau. Belge seulement depuis avril, l'ex-iranienne aime le métal. Iedereen medaille te hebben, maar ik zal mijn best doen. Dat is belangrijk. Comme toutes les autres, elle vise une médaille, mais le principal, tout donner et ne rien regretter. Une rencontre signée Éric Libois. Et ceux qu'on attend surtout aujourd'hui à Rio, c'est les hockeyeurs. Les Red Lions sont en passe d'écrire l'histoire. La Belgique affronte l'Argentine en finale ce soir à 22h. Les Red Lions qui ont, je vous le rappelle, éliminé les Pays-Bas en demi sont d'ores et déjà assurés de décrocher une médaille. Mais ils veulent surtout devenir champions olympiques aujourd'hui, comme le confirme John Domen. Maintenant qu'on est là, on veut rien lâcher, ça c'est sûr. On veut aller au bout, on sent qu'on en est capable. On joue l'Argentine, c'est une équipe qui a plus ou moins le même niveau que nous, donc tout est possible. Et on y croit et c'est clair que maintenant on doit redescendre de notre nuage un petit peu pour préparer ce match. Des propos recueillis par Lise Burion. En cas de victoire ce soir, les Red Lions apporteraient à la Belgique sa première médaille d'or dans un sport collectif depuis 1920. Et puis ce projecteur sur le projet d'une start-up bruxelloise. Urban Farm Company, c'est son nom. Elle propose de cultiver des fruits et légumes sur les toits bruxellois. Ce n'est pas nouveau, mais ça cartonne. La start-up compte ouvrir au printemps prochain 3 fermes en hauteur dans la capitale. L'une d'elles est en préparation sur la toiture verte d'un magasin de vêtements à Woluwe-Saint-Lambert. Le principe, un spécialiste s'occupera de la gestion des plantations. Les clients, eux, viendront se servir et 90% des potagers ont déjà trouvé un locataire. C'est un reportage de Jérôme Durand. Donc on a plusieurs catégories. Donc vous avez tout ce qui est légumes qui ont du goût, c'est fraises et tomates principalement. Ensuite vous avez des légumes feuilles comme des salades. Jean-Patrick Skepper est plutôt fier de son premier prototype. On l'a planté mi-juillet et vous voyez le résultat. C'est plutôt réussi. D'ici le printemps, 300 parcelles de 3 mètres carrés seront aménagées. Petite astuce pour rentabiliser l'espace forcément limité en toiture, la culture sera verticale le long de grillages. Notre idée, c'est de proposer à monsieur et madame tout le monde la location de mètres carrés de potager entretenu pour moins de 9 € par semaine. Vous passez chercher votre salade, vos tomates, vos fraises, vos carottes, vos herbes aromatiques. Ça vous permet d'avoir accès à une alimentation durable, saine, de qualité et de saison et d'avoir l'expérience du potager. Un projet qui n'a pas la prétention de remplacer totalement le supermarché. Nous, en intra-urbain, on ne va pas nourrir la ville, ce n'est pas possible. Par contre, on va reconnecter l'être humain à la fonction nourricière de la nature tout en ayant une partie de ses besoins couverts. Urban Farm Company est une entreprise. Son but est d'être rentable. Jean-Patrick Skepers l'assume. 3 fermes suspendues ouvriront le 21 mars prochain sur des toits de Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek et Bruxelles-Ville. Et la start-up n'entend pas en rester là. C'est un projet européen où nous comptons installer au moins une centaine de fermes en 5 ans. Et si ce projet vous intéresse, un site internet www.peaceandlove.com, peace, P-E-A-S, ça veut dire point en anglais.